On va attaquer à présent le dernier gros morceau de ce chapitre sur le premier principe. Alors c'est vraiment un gros morceau parce que ça va être quelque chose qui nous sera utile, très utile dans tout ce qui concerne les machines thermiques avec des fluides en écoulement. Il s'agit en fait du premier principe appliqué aux écoulements stationnaires et voir en fait qu'est-ce qui est important d'avoir. On verra là encore que la fonction intéressante dans ce système-là, ça va être la fonction enthalpie. Et c'est pourquoi on va le plus souvent utiliser l'enthalpie dans les exercices par la suite. Alors, pour pouvoir utiliser ce système-là, on va faire une grosse démonstration et ce qui sera important de connaître et d'utiliser après, c'est la formule, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut prendre en compte ce premier principe en écoulement stationnaire pour pouvoir l'utiliser par la suite. Donc on va passer pas mal de temps sur la démonstration. Alors on pourrait se dire dans un premier temps, ça sert à quoi d'avoir une grosse démonstration si finalement la seule chose qui est importante c'est la formule. Et bien en fait, cette démonstration va apparaître très souvent, notamment dans le programme de deuxième année, dans différents cas, et donc exactement le même setup, la même mise en place de toutes ces hypothèses qui vont être reproduites dans différents exercices, et donc c'est intéressant d'avoir déjà cette première démonstration. C'est en fait, pour la petite histoire, quand j'étais à votre place, c'est une démonstration que j'avais mis de côté parce que j'avais considéré qu'elle était trop compliquée, et donc c'était pas la peine de la retenir. Et en fait, c'était une erreur. Si j'avais fait un tout petit peu plus d'efforts en première année, ça m'aurait sauvé de bien des désagréments en deuxième année. Donc je vous conseille de bien regarder, bien comprendre comment ça marche, et puis après, bon, bien sûr, de privilégier l'aspect application à l'aspect démonstration si jamais vous avez des soucis. Alors, le système qu'on va considérer, c'est un système dans lequel vous avez un réacteur, c'est-à-dire une grosse boîte dans lequel il va se passer des choses. Ce réacteur, vous allez pouvoir, au choix, lui donner un transfert thermique, à ce qui va se balader à l'intérieur, et puis lui apporter avec une turbine, avec ce que vous voulez, un certain travail. Et ce travail, on va dire que c'est un travail autre que celui des forces de pression en entrée et en sortie. C'est-à-dire que dans votre système, vous allez avoir un système qui sera un système ouvert avec un tuyau d'arrivée et un tuyau de sortie, et vous allez avoir que le gaz qui est ici va pousser celui qui vous intéresse à rentrer dans le système, et lui, pour réussir à en sortir, il va devoir pousser le fluide qui est à sa suite, et donc on va compter ici un travail autre, donc on peut marquer ça travail AFP ou travail utile, autre que celui des forces de pression. Alors si on a juste autre que celui des forces de pression, on a tendance à mélanger un petit peu, c'est vraiment autre que celui des forces pressantes à l'entrée et à la sortie. Bon, donc vous avez un machin qui rentre, ça va sortir par là, vous allez avoir une altitude Z1, Z2 en sortie, pardon, Z1 en entrée. En entrée ici, votre fluide a une pression P1, une température T1 et une célérité C1, c'est-à-dire qu'il est en train de se déplacer potentiellement rapidement. Si vous étudiez un turboréacteur d'avion à réaction, la vitesse de sortie du fluide va être plutôt importante. Et là, pareil, à la sortie, vous avez une pression P2, une température T2 et une célérité C2. Alors, on va étudier ça dans un certain cadre. Et ce cadre va nous permettre de déduire un certain nombre de choses, et puis on verra en quoi dans les exercices on peut se ramener ou pas à ce cadre. Si on peut se ramener à ce cadre, tout va bien, on applique la formule. Si on ne peut pas exactement s'y ramener, on adapte la démonstration pour le cas particulier de l'exercice, mais ça nous donne déjà une bonne idée. Donc la première hypothèse forte, c'est l'hypothèse de stationnarité. Stationnarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écoulement est permanent ou indépendant du temps. C'est-à-dire qu'à tout moment, il y a la même vitesse ici, il y a la même vitesse en sortie, il n'y a rien qui s'accumule, il y a autant de choses qui rentrent qu'il y en a qui sortent, et donc il n'y a pas un moment, une caractéristique, une masse volumique, une masse, ce que vous voulez, qui augmente au cours du temps à l'intérieur de votre système.
tout reste constant. C'est jamais la même matière qui est à l'intérieur, parce qu'il y a un écoulement. Mais si je regarde à un endroit en particulier de cet écoulement, la masse volumique vaut tout le temps la même chose à cet endroit-là, la vitesse de déplacement, la température, la pression, tout ça à cet endroit-là va toujours valoir la même chose. Donc c'est vraiment cette idée que on regarde à un endroit, on regarde ce qui s'y passe et puis on regarde les caractéristiques à cet endroit-là, indépendamment de la matière qui est en train ou pas d'y aller. Donc ça c'est la stationnarité. Stationnarité, on dit qu'on est en régime permanent ou indépendant du temps. C'est un synonyme. Et on va dire principalement que le fluide s'écoule en tout point de la même manière au cours du temps. Le fluide s'écoule à tout instant et en tout point. Au même rythme que précédemment. Donc c'est vraiment cette idée que il ne peut pas y avoir d'accumulation à un endroit donné, étant donné que ce qui rentre, ce qui sort, et ce qui rentre chasse ce qui va sortir, et on a quelque chose qui va être continu. Donc ça, vous avez un écoulement qui est stationnaire, vous avez que en amont, vous avez une pression P1, une température T1, une célérité C1 et une altitude Z1 qui sont données et qui ne changent pas, hein, du fait de la stationnarité, ceux-là non plus ne peuvent pas changer. En aval, donc après le système, vous avez une pression P2, une température T2, une célérité C2, une altitude Z2 qui sont elles aussi données. Donc ça décrit votre fluide là. Donc ça c'est en amont et ici on a en aval, on peut déterminer. Et puis au milieu, dans ce qu'on appelle la partie active, il n'y a pas forcément une pression bien définie partout, pas forcément une température bien définie partout ou la même en tout point, mais en tout cas en un point donné vous pourrez avoir un état qui va être caractérisé et qui va rester le même au cours du temps. Donc ça, c'est nos trois hypothèses principales. L'hypothèse vraiment principale, ça va être l'hypothèse de stationnarité. Et pour la démonstration, on va considérer un système fermé. Pour la démo, on considère l'évolution d'un système fermé. Alors ça peut paraître bizarre parce que un réacteur comme ça, c'est par essence quelque chose qui va être un système ouvert. Il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qui sortent, mais le premier principe, on l'a énoncé uniquement pour un système fermé, donc il faut réussir à ramener à un système fermé. Donc on considère l'évolution d'un système fermé entre l'instant t et l'instant t plus dt, c'est-à-dire on regarde un tout petit peu plus tard ce qui va se passer. Donc on délimite ce système par des frontières et les frontières vont se déplacer. Donc on regarde comment l'évolution d'un système sigma fermé et on regarde comment se déplacent les frontières durant l'intervalle de temps dt. Voilà, alors ça va être l'essentiel. Je vais commencer une deuxième page pour pouvoir refaire un dessin encore plus schématique que celui-ci et essayer de voir à quoi ça correspond et comment est-ce qu'on délimite notre système. Donc le schéma est le suivant. Donc, vous avez toujours la forme de réacteur comme ça.
Et puis, vous allez prendre votre système. Ça va être, par exemple, comme ça. Ça, c'est sigma à l'instant t. Et à l'instant t plus dt, vous allez avoir que votre système s'est déplacé un petit peu, donc la frontière a bougé ici, et puis tout le reste il est encore là-dedans, parce que je prends bien garde de ne pas avoir dépassé, et là de ce côté-là, il y a une partie qui a réussi à avancer. On va prendre des frontières bien droites comme ça, même si dans la réalité ça peut légèrement se changer, mais normalement si vous coupez, si la vitesse est la même sur toute la section, alors ça avance. Si la vitesse n'est pas la même, on adaptera, mais l'idée sous-jacente dans les calculs, vous allez voir que ça ne va pas dépendre du fait d'avoir une section bien droite. C'est plus simple à s'imaginer, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Donc ça c'est sigma à t plus dt. Donc, un instant dt plus tard. Alors, vous voyez que là, maintenant, j'ai trois zones. Trois zones qui se délimitent. La première, c'est celle qui est ici. C'est la zone qui va complètement se vider de son contenu appartenant à sigma et qui va être remplacé par un autre contenu qui vient de ce qui lui arrive dans ce sens-là. Vous avez aussi cette zone-là, qui est une zone qui était vide, qui n'appartenait pas à sigma au départ, mais qui a été gagnée, conquérie par sigma au cours du temps, le fait que justement il pousse ce qui va se passer par la suite et vous emmène un petit peu plus loin. Et puis vous avez une partie centrale qu'on va appeler S, ici, qui elle reste inchangée. Inchangée dans le sens, si je regarde en chaque point, j'ai la même pression, la même température, la même masse volumique qu'un instant d'été plus tôt. Bien sûr, ce n'est pas le même matériau qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la même matière. Elle s'est déplacée, la matière, mais la matière qui est en un point donné a le même état que la matière qui était en ce même point un instant d'été avant. Et ça, c'est le plus important pour faire notre raisonnement. Donc justement, soit ce S, là, un système ouvert, pour lequel on va vouloir essayer de déterminer les choses. Donc on considère sigma, le système fermé, qui, à t, englobe notre système ouvert S, ainsi que la matière qui va rentrer dans S durant l'intervalle de temps dt. Donc on a choisi ce sigma pour justement faire apparaître ce système ouvert. En pratique, c'est vrai qu'on a notre système ouvert et du coup, je construis le sigma qui va marcher. Là, vous voyez que j'ai fait les choses dans l'autre sens. J'ai dit, je prends un système, il se déplace un petit peu et puis, tiens, au milieu, il y a un truc qui est inchangé et je vais appeler ça S. Ça va être mon système ouvert que je vais essayer de déterminer. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette chose-là? À l'intérieur de cette zone-là, vous avez une masse dm1 de matériaux, de fluide, qui du coup rentre dans le système ouvert S pendant dt. À l'extérieur, à l'intérieur de cette zone 2, vous avez une masse dm2 qui du coup ressort pendant dt de ce système ouvert. Comme l'évolution est stationnaire, on n'a pas le droit d'accumuler de la masse à l'intérieur du système S, c'est-à-dire que le système S a une masse
ouvert à une masse qui est constante. Il y a autant de choses qui rentrent qu'il y en a qui sortent. Forcément, s'il y en a qui rentrent, il y en a qui doivent sortir. Donc, comme l'évolution est stationnaire, on a forcément que dm1 est égal à dm2. Et du coup, ce sera simplement noté dm, la variation de masse, la masse qui transite en fait de l'entrée à la sortie du système pendant cet intervalle dt. Donc comme l'évolution est stationnaire, on a forcément égalité de ces deux choses-là, car il n'y a pas de masse. On va quand même redonner, pour que vous ayez marqué, il n'y a pas de masse qui s'accumule dans S par stationnarité. C'est le caractère stationnarité, qui me permet d'affirmer ça. Bon, alors on va appliquer le premier principe, dans sa version la plus générale, à notre système fermé. Si on a un système fermé, c'est nécessaire pour appliquer le premier principe, et puis après, on peut définir l'énergie interne, l'énergie cinétique macroscopique, l'énergie potentielle macroscopique pour notre système. Donc, on a le premier principe appliqué à sigma entre T et T plus dt. Alors il dit quoi ce premier principe? Il dit que la variation d'énergie totale, c'est-à-dire la variation d'énergie interne, plus la variation d'énergie cinétique macroscopique, plus la variation d'énergie potentielle de mon système sigma, va être égale au transfert thermique reçu par le système, plus le travail total reçu par le système. Alors, remarquez que ça, c'est ce que j'avais noté plus haut dans le cours, la variation d'énergie macroscopique, d'énergie mécanique macroscopique de votre système, donc à la fois l'énergie cinétique et les énergies potentielles qui sont dues à des interactions à l'extérieur de votre système, donc notamment la gravité par exemple. Et dans ce W tot, c'est-à-dire le travail total qu'on a, on va le noter sous la forme d'un travail utile et d'un travail des forces de pression à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie. Donc ça, c'est le travail des forces pressantes à l'entrée et à la sortie. Et ça, c'est ce qu'on appelle le travail utile, parce que justement, il ne fait pas intervenir ce travail des forces pressantes, étant donné que ce travail des forces pressantes, quoi qu'il arrive, il doit être là. C'est-à-dire, pour réussir à faire rentrer des trucs dans votre réacteur, vous devez pousser. Donc, de ce côté-là, il va y avoir un travail qui va être donné à mon système sigma, et de l'autre côté, le système sigma, il doit pousser pour passer au travers et réussir à sortir. Donc, c'est à lui de fournir un travail à l'extérieur. Donc, quoi qu'il arrive, pour que fonctionne votre système, vous êtes obligé d'avoir ces travaux de force pressante à l'entrée et à la sortie. Alors, c'est un peu long à dire à chaque fois, c'est pour ça qu'on dit juste travail des forces pressantes, même si c'est implicitement à l'entrée et à la sortie. Et il nous reste potentiellement un travail utile au milieu qu'on va pouvoir recevoir. Alors, on va essayer de calculer justement, et ça va être un gros morceau, un premier morceau, calculer le travail des forces pressantes à l'entrée et à la sortie. Bon, alors, ce travail des forces pressantes à l'entrée et à la sortie, ça va être le travail reçu dans la partie 1, plus le travail reçu dans la partie S, plus le travail reçu dans la partie 2. Alors on va tout de suite casser le nez à celui-ci. Celui-ci, il est forcément nul, étant donné que S n'a pas de paroi mobile. Si on considère le système qui est enclos par la partie rouge et bleue ici, la partie interne, il n'y a pas de paroi mobile. Donc, pas de travail associé. Pas de paroi mobile. Alors, le travail en 1.
le travail en 1, c'est moins l'intégrale de la pression extérieure. Et la pression extérieure, je vous rappelle que ici on est à la pression P1 et là on est à la pression P2. Donc comme il y a équilibre au niveau de l'interface, la pression extérieure, c'est la pression du fluide en amont, donc moins P1, dV, avec la variation de volume de ce système-là. Et ce système-là, il part d'un volume V1 et il arrive jusqu'à 0. Il a une variation de volume qui est négative et donc on reçoit un travail qui doit bien être positif. Vous voyez que ce terme-là va bien être positif puisque cette intégrale est négative et moins l'intégrale, ça vous fait quelque chose de positif. Donc ça, c'est vraiment la partie importante, intéressante ici, de se dire qu'on part d'un volume V1, alors je vais juste noter V indice 1, et on arrive à un volume nul. Donc on a dit que lui, il était nul, et au niveau du 2, il faut que j'additionne moins l'intégrale de la pression extérieure. Là, la pression extérieure, c'est P2, qui s'oppose à ce que vous arriviez à sortir, fois le dV de ce côté-là, donc ça c'est du dV1, là c'est du dV2, et dans la partie 2, je pars d'un volume nul et j'arrive à un volume V2. Donc je me retrouve avec du moins P1V1 moins P2V2, et donc ça s'écrit P1V1 moins P2V2. Donc en fait, ce travail va faire apparaître la pression à gauche, le volume occupé pendant dt à gauche et la pression à droite et le volume occupé pendant ce dt à droite, le volume qui est regagné par le fluide qui est en circulation dans votre tuyau. Bon, donc ça c'est le premier cas, je m'arrête là pour le moment, je le garde en mémoire et on verra ce qu'on va pouvoir en faire. Alors, qu'est-ce que on va pouvoir donner comme information ici? On va essayer de calculer cette variation d'énergie interne. Et on va voir que elle permet, du moins il y a moyen, de simplifier un tout petit peu les choses en s'affranchissant de ce qui se passe à l'intérieur. La variation d'énergie interne. Donc ce delta U, c'est quoi? C'est l'énergie interne de mon système sigma en T plus dt, moins l'énergie interne du même système sigma, mais là où il était en T. Quand il est en T plus dt, je peux couper mon système en deux. Je vais dire que c'est l'énergie interne de S, donc de mon S en T plus dt, plus l'énergie interne qu'il y a dans la zone 2. Ok. Je soustrais la valeur que j'avais en T. En T, il y avait quoi? Il y avait une énergie interne qui est due à la matière qui était dans la zone 1 et une énergie interne qui est due à la matière qui est à l'intérieur de ce S à l'instant T. Bon. Alors si je le rassemble, j'ai du U2 moins U1 plus US en T plus dt, moins le même US, mais à l'instant T. Bon. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Si vous réfléchissez 2 secondes, c'est l'énergie interne de ce qu'il y a à l'intérieur là. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Pas forcément. Ce que je sais par contre, c'est que si je regarde dt plus loin, c'est pas la même chose qui est au même endroit, mais il y a la même température, la même pression, les mêmes interactions, tout est absolument identique. Donc, si je ne regarde que ce qui était à l'intérieur, et que je regarde je reprends une photo dt plus loin, je verrai exactement la même chose, la même agitation, donc la même énergie interne, et cette différence-là, elle vaut 0 par stationnarité. Vous voyez que l'hypothèse de stationnarité est en fait extrêmement importante ici, pour pouvoir utiliser ce premier principe. C'est bien pour ça que ça s'appelle premier principe en écoulement stationnaire. Bien, donc on a prouvé que delta U, c'était en fait la différence d'énergie interne entre l'énergie interne qu'il y a dans la partie 2 et l'énergie interne qu'il y avait dans la partie 1. Et ça, je n'ai pas mis le 2t à t plus dt, puisque par stationnarité, en fait,
à l'intérieur, dans cette zone-là, j'aurai toujours la même énergie interne. Donc ce delta U s'écrit comme ça. De même, le delta EC macroscopique, ça va être l'énergie cinétique macroscopique dans la zone 2 moins l'énergie cinétique macroscopique dans la zone 1, puisque les variations d'énergie cinétique dans S, étant donné que je regarde un instant plus tard le même endroit, il y aura la même vitesse, donc le même écoulement, ça veut dire la même énergie cinétique macroscopique à cet endroit-là. Et si je somme partout, à chaque fois, la somme de différence, ça me donne 0. Et puis pareil, pour la variation d'énergie potentielle, ça va être l'énergie potentielle dans la zone 2 moins l'énergie potentielle dans la zone 1. Bon, avec tout ça, je crois qu'on est pas mal avancé pour réussir à obtenir le résultat voulu. On va déjà l'écrire sous forme globale. Donc, si on regarde et qu'on applique notre premier principe, donc le premier principe, à sigma, il m'a dit que delta U plus delta EC macroscopique plus delta EP, c'était égal à Q plus le travail utile plus le travail des forces pressantes, et donc ce travail des forces pressantes, c'est P1V1 moins P2V2. Si je prends ce truc-là et je vais justement le passer de l'autre côté. Là, le U, c'est U2 moins U1. Vous voyez que quand je le fais passer de l'autre côté, je peux additionner P2V2. U1, si je fais passer le P1V1 de l'autre côté, ça me fait moins P1V1, et comme je mets un moins en facteur, j'obtiens ça. Plus delta EC, plus delta EP. Je mets plus à chaque fois l'énergie cinétique macroscopique, parce qu'on se doute bien que c'est elle qui va être ici importante. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est justement mon enthalpie dans la zone 2. Puisque la zone 2, elle a une pression bien définie, elle a un volume bien défini, petit certes, puisque je regarde juste sur dt, mais bien défini, elle a une énergie interne bien définie, donc tout va bien, je peux définir l'enthalpie dans cette zone 2. Là, de la même manière, j'ai l'enthalpie dans la zone 1. Et donc, je peux obtenir ça sous forme H2 moins H1. Donc en fait, c'est la variation d'enthalpie de mon système lors de son évolution. Alors si je veux avoir quelque chose d'un tout petit peu plus précis, étant donné que dans la zone 2, j'ai une masse dm, dm2, mais qui est du coup la même que dm1, donc je vais noter simplement dm. Donc dans la zone 2, j'ai dm multiplié par l'enthalpie massique qu'il y a dans cette zone-là. Donc je peux l'écrire dm fois h2. Là, je peux l'écrire dm fois h1 aussi. Et de la même manière, ce delta EC, on a dit que c'est EC2 moins EC1, et je peux dire que c'est dm fois EC2 en massique moins dm fois EC1 en massique, énergie cinétique massique. Alors énergie cinétique massique, ça c'est facile à calculer, l'énergie cinétique c'est 1/2 de mv carré, donc l'énergie cinétique massique c'est 1/2 de c carré. Ok, et donc là, je me retrouve aussi avec ce terme-là, c'est l'énergie potentielle en 2 moins l'énergie potentielle en 1, et donc je peux l'écrire sous la forme dm fois l'énergie potentielle massique dans l'état 2 moins dm fois l'énergie potentielle massique dans l'état 1. De la même manière, je vais pouvoir dire que dans mon système ici, quand je lui donne un transfert thermique, je peux dire je donne un transfert thermique par kilo de masse que j'arrive à faire transbahuter à l'intérieur de mon réacteur. Donc pour chaque kilo qui est en train de circuler à l'intérieur, j'ai tel transfert thermique. Par exemple, vous savez que vous donnez, je sais pas moi, 10 kJ pendant 10 secondes. Quand en 1 seconde, il y a 1 kg qui se balade, ça vous fera du 1 kJ par kilo de masse qui arrive à se balader dans votre réacteur. Donc travailler en masse qui se déplace ou en temps,
c'est exactement équivalent étant donné que vous avez un système qui évolue de manière stationnaire. Donc ça, je peux l'écrire en disant que c'est la masse, la petite masse multipliée par le transfert thermique massique de mon système. Et enfin, de la même manière, par kilo de fluide qui transite dans le réacteur, je peux définir le travail massique donné à ce kilo de fluide. Bon, ici en particulier, mon énergie potentielle, c'est mgz, donc là en l'occurrence c'est dmgz2 moins dmgz1, hein, puisqu'on a une énergie gravitationnelle qui dépend de la masse. Donc quand je remets tout ça ensemble, je peux mettre dm, qui sera facteur de h2 moins h1, plus ec2 moins ec1, plus EP2 moins EP1, et qui sera égal à dm facteur de Q plus WU. Vous voyez que les dm, je peux le simplifier, et donc l'écriture du premier principe en écoulement stationnaire, alors là j'ai simplement C2 au carré sur 2 moins C1 au carré sur 2, puisque l'énergie cinétique c'est 1/2 de dm fois C carré. Là c'est pareil, je vais avoir du G facteur de Z2 moins Z1, et ça va être égal à Q plus WU. Ça c'est l'expression la plus générale possible de votre écoulement en régime stationnaire, où là vous prenez les valeurs de H à la sortie moins H à l'entrée en valeur massique. Et si il n'y a pas donc dans le cas courant, si la variation d'énergie cinétique massique et la variation de Gz, donc d'énergie potentielle massique, on va marquer ça, la variation d'énergie potentielle massique, sont très inférieures à la variation d'enthalpie massique lors du transfert entre la partie 1 et la partie 2, on pourra écrire que H2 moins H1 est égal à Q plus WU, qui est un cas extrêmement courant. Et c'est sous cette forme-là qu'on va l'utiliser. Alors remarquez que c'est un petit peu comme si la masse qui était là, pendant ce dt, s'était télétransportée ici. C'est pas la même masse. Hein. Celle qui est là, elle est diffusée quelque part par là, et celle qui est ici, elle venait de là. Mais c'est comme si je prenais ma masse là, et hop, tout de suite, je la faisais passer au travers de mon réacteur en un claquement de doigts, et vous avez la variation d'enthalpie correspondante à ce transfert de masse. Vous raisonnez pour 1 kg qui transite, et vous regardez comment est-ce que vous pouvez obtenir les bons résultats. Alors, on va essayer de faire un ou deux petits exercices d'application pour voir comment est-ce que on peut utiliser assez facilement ce premier principe écrit pour les écoulements stationnaires. Donc je rappelle, il faut savoir l'utiliser, il faut avoir une idée de comment on a découpé le système. 1 pour calculer les forces de pression, 2 pour se dire bah voilà, il y a les trucs stationnaires qui se simplifient, et ça vous sera très utile, notamment l'an prochain quand vous ferez des bilans de quantité de matière, d'énergie, de quantité de mouvement, tout un tas de choses en deuxième année. Alors pour illustrer ce premier principe en écoulement stationnaire, on va essayer de faire l'exercice 11 du TDT4 qui parle de distillation d'éthanol. Vous avez l'énoncé qui passe devant vos yeux. Donc on a une installation industrielle qui permet de distiller 325 kg d'éthanol par heure, qui fonctionne en permanence, et on a le distillat qui est condensé et ramené à 22,5 degrés Celsius par une circulation d'eau, et on veut savoir quelle est l'énergie en fait qui doit être fournie par cette eau, dont on veut ensuite récupérer par exemple pour servir comme eau de chauffage dans des radiateurs. Donc l'idée est la suivante, vous avez un système où vous avez de l'éthanol gazeux
à une température, alors comme on ne nous donne pas plus d'informations, on va dire qu'elle est déjà à la température d'ébullition, c'est-à-dire à 78,5 degrés Celsius, qui rentre, qui circule dans un système, hop, en faisant un petit serpentin, et à la fin, vous avez des gouttes d'éthanol liquide à une température de 22,5 degrés Celsius qui ressort. Et on veut utiliser le premier principe en écoulement stationnaire pour savoir par kilo d'éthanol qui circule. Vous savez qu'il y a 325 kg en une heure, donc si vous savez combien il y en a par kilo, comme vous connaissez le nombre d'heures dans une journée, vous saurez quelle est la quantité totale d'énergie fournie. Donc on va réfléchir déjà pour 1 kg d'éthanol. On utilise le premier principe en écoulement stationnaire. Il dit quoi? Il dit que ici, la variation d'enthalpie entre l'entrée et la sortie va être égale au transfert thermique reçu par unité de masse de votre éthanol. Et c'est tout, puisqu'il n'y a rien d'autre que les forces de pression à l'entrée et à la sortie comme travail, et celui-ci est déjà compté pour avoir l'enthalpie, avoir fait remplacer l'énergie interne par l'enthalpie. Donc on a directement la solution si on est capable d'obtenir cette information. Alors pour obtenir cette information, vous voyez que le H2 c'est en fait le H du liquide à une température de 22 degrés Celsius, 22,5 degrés Celsius, et le H de départ c'est le H du gaz à une température de 78,5 degrés Celsius, c'est-à-dire à la température d'ébullition. Donc on peut noter ça Teb, et puis ça on peut le noter T final, et voir à quoi ça nous intéresse. Alors ce qui est bien avec l'enthalpie, c'est que c'est une fonction d'état, et donc on peut la calculer en prenant des différences, et en ajoutant et en ressoustrayant la même chose. Vous allez voir que le delta H, si je le calcule, donc c'est H liquide à T final moins H gaz à T ébullition. Et donc je vais rajouter et soustraire, ou soustraire et rajouter la valeur du H du liquide à T ébullition. Donc je ne fais rien, j'ajoute et je ressoustrais la même chose. Voilà, et j'ai Hg à T ébullition. L'avantage, c'est que maintenant, je fais apparaître des choses que je connais. Ça, c'est l'enthalpie de changement d'état à la température d'ébullition, et puis à la pression, on est à P0 partout. Ici, on est à la pression atmosphérique. Donc ça c'est mon enthalpie de changement d'état. Dans l'énoncé on vous donne le LV, donc l'enthalpie de vaporisation, plutôt la chaleur latente massique de vaporisation de l'éthanol. Alors remarquez que dans l'énoncé ils ont pris un L majuscule, alors qu'il vaudrait mieux mettre un L minuscule, mais vous vous êtes pas fait avoir parce que il y avait l'unité en kilojoules par kilo, donc c'est bien une quantité massique. Et donc ça c'est l'opposé de ce qu'ils ont noté LV éthanol, donc des 850 kJ par kilo. Et pour avoir ça, vous avez simplement, c'est la variation d'enthalpie massique pour un liquide qui part de la température d'ébullition et qui arrive à la température finale. Et donc c'est rien d'autre que la capacité thermique massique de votre éthanol, qui est donnée aussi 2,46 kJ par kilo par Kelvin, qui intervient ici. Donc on est capable entièrement de calculer ce delta H. Et donc on a un delta H qui vaut, si je regarde et si je garde tout ça en kilojoules, 2,46 multiplié par la différence entre la température finale et la température initiale. Et donc là il y a 56 degrés Celsius, donc ça fait du moins 56. Et je soustrais le 850 kJ par kilo. Voilà. Alors, je vais regarder ça en ordre de grandeur. Ça, on va dire que c'est 60, ça, on va dire que c'est 2. Donc, ça me fait du 120, peut-être du 150. Donc, j'aurai à peu près du moins 150, moins 850. Et donc, vous avez moins 1000
kilojoules par kilogramme, donc à peu près 1 mégajoule par kilogramme d'éthanol que vous aurez réussi à refroidir dans cette position-là. Alors c'est négatif, c'est normal parce que le transfert thermique est ici, Q est calculé comme étant reçu par l'éthanol. Or, pour se refroidir, au contraire, il faut lui piquer du transfert thermique, donc c'est lui qui le donne à l'extérieur. Et donc le transfert thermique reçu par le système, enfin le système de refroidissement et donc l'énergie qu'on veut récupérer, ce sera 1000 kJ par kilogramme d'éthanol. Ça, vous multipliez par 325 et vous avez la valeur, puisqu'il y a 325 kg par heure, donc vous avez la valeur par heure de fonctionnement, et vous multipliez ça par 24 pour avoir la valeur par jour de fonctionnement. Vous voyez que ça fait un beau petit paquet de kilojoules, puisque 325, on va dire que ça c'est 25, donc si on avait 400 fois 25, c'est la même chose que 100 fois 100, donc ça ferait 10 000. Donc ce machin-là, on va dire, dans les grandes eaux, c'est de l'ordre de 10 000. Donc j'ai 10 000 mégajoules d'énergie donc en fait 10 gigajoules, ça fait assez énorme comme quantité d'énergie pour cette installation. Bon, il est précisé que c'est une installation industrielle et donc autant réutiliser cette énergie pour en faire des choses par la suite. On va finir par un exercice d'application beaucoup plus compliqué. Il s'agit de l'exercice 22 du TDT4 qui s'appelle turboréacteur. Vous avez le sujet qui apparaît normalement devant vous. Alors cet exercice, il faut quand même savoir que chaque année, quand je me décide à le faire, il me faut au moins un quart d'heure pour réussir à retrouver une manière d'attaquer le problème et d'arriver au résultat. C'est pas du tout évident. Donc laissez-vous un bon petit quart d'heure pour lister toutes les hypothèses qu'on a, enfin faire la liste des choses que l'on connaît, des choses que l'on veut obtenir, et des relations qu'on aime bien, genre si vous avez une détente ou une compression isentropique pour un gaz parfait, c'est la même chose qu'une adiabatique quasi-statique et vous allez pouvoir utiliser la loi de Laplace. Donc si vous connaissez trois choses, donc par exemple deux pressions, une température, vous pouvez obtenir la quatrième température, ou au contraire une pression, deux températures, vous obtenez la deuxième pression, bref. Essayez de voir comment est-ce qu'on peut remonter, parce que la première question, c'est la question la plus compliquée. Une fois qu'on aura fait la première question, la suite découlera assez naturellement de votre système. C'est bon? Vous avez trouvé? Alors, je vais faire une résolution et je vais surtout vous montrer comment est-ce qu'on peut obtenir l'information qui nous intéresse. Alors, vous avez votre système, donc je vais reproduire le petit schéma de l'énoncé, parce qu'il est relativement bien fait pour pouvoir se ramener et voir ce qui va se passer. Vous avez un système qui ressemble à ça, avec une turbine et une cuillère derrière. Donc on a le gaz qui rentre dans l'état 1, qui après passage dans le compresseur est comprimé pour un état 2. Là vous avez la chambre de combustion, donc là on va dire c'est le compresseur. Là on a la combustion qui permet d'arriver dans un état 3. Une fois qu'on est là, on arrive dans la turbine qui mène dans un état 4 et finalement on a la tuyère qui permet en fait d'accélérer les gaz et de faire l'aspect effectivement variation d'énergie cinétique dans votre système, et c'est ça qu'on va vouloir. Et à la fin, dans l'état 5, on ressort à la pression P0 et on est rentré à la pression P0 aussi. On vous demande de déterminer la pression des gaz en sortie de la turbine, c'est-à-dire que la question qu'on se pose, c'est l'obtention de P4. Bon. Alors pour obtenir P4, on va déjà faire l'état des lieux de tout ce qu'on sait sur notre système. Alors là, il faut regarder la description des différentes transformations qui sont soumises, auxquelles votre gaz qui rentre est soumis. Vous avez déjà entre 1 et 2 une compression isentropique de l'air. Alors si c'est une compression isentropique, en appliquant notre premier principe, pour les écoulements stationnaires, il me dit que la variation d'enthalpie entre les états 1 et 2 va être égale uniquement au travail du compresseur. Alors,
Là déjà, j'ai supprimé la variation d'énergie cinétique parce que a priori, le compresseur, son but, ça ne va pas être de changer l'énergie cinétique du gaz. Il n'y a que la tuyère qui va faire ça. J'ai pas non plus de variation d'énergie potentielle. J'ai pas mis mon turboréacteur verticalement sur une dizaine de mètres de sorte que la variation d'énergie potentielle massique soit déjà suffisamment importante. Et dans un compresseur, a priori, vous n'avez pas de source de chaleur, vous n'avez pas de transfert thermique qui va être donné, donc on a uniquement un travail utile dans le compresseur. Ça, c'est pour la première zone. Ensuite, dans la combustion, de la même manière, le but de la chambre de combustion n'est pas de vous donner de l'énergie cinétique ou de faire une variation d'énergie potentielle, donc on aura juste la variation de l'enthalpie de votre système. Et à l'intérieur de la chambre de combustion, il y a une combustion, donc on fournit un transfert thermique de combustion, dont il va falloir essayer de trouver les caractéristiques. Il n'y a pas de travail. Très souvent dans les exercices qui sont en écoulement stationnaire, chaque étage en fait va avoir un rôle très délimité et vous aurez soit un travail autre que les forces de pression, soit un transfert thermique qu'il va falloir prendre en considération. Donc, on peut dire que la variation d'enthalpie du gaz lorsqu'il passe de l'état 2 à l'état 3, la variation d'enthalpie massique est donnée par le transfert thermique massique donné par la combustion. Ce qui intéressera un petit peu plus tard, ça sera pour la deuxième question. Après, quand on passe de 3 à 4, de nouveau dans la turbine, il n'est pas censé y avoir de grosses variations d'énergie cinétique. En revanche, il y a un travail et ce travail, le système nous dit par cet axe-là, nous dit qu'en fait la turbine sert à entraîner le compresseur et donc vous récupérez une partie de l'énergie de combustion pour pouvoir faire la première étape qui est l'étape de compression qui est nécessaire pour pouvoir correctement brûler votre gaz. Enfin, brûler le carburant qui est à l'intérieur du gaz. Donc ça, c'est l'opposé du travail du compresseur. Donc il va y avoir un lien entre delta H de 3 à 4 et delta H de 1 à 2. L'un, c'est l'opposé de l'autre. Ça, c'est donné par les hypothèses. Donc là, il faut vraiment faire attention à tous les points de l'énoncé qui vous permettent d'avoir des hypothèses. Et finalement, dans la tuyère, vous avez une détente isentropique encore des gaz. Et cette détente isentropique, donc adiabatique réversible ici pour notre gaz parfait, et cette détente isentropique nous permet de dire qu'il n'y a pas de transfert thermique reçu, et puis étant donné qu'il n'y a plus de turbine à l'intérieur, il n'y aura pas non plus de travail mécanique qui pourra être reçu ou récupéré depuis ce gaz. Donc du côté droit, on aura 0. Mais du côté gauche, étant donné que le but de la tuyère, c'est d'avoir une augmentation de l'énergie cinétique, vous avez la variation de 4 à 5 de l'enthalpie, plus la variation de l'énergie cinétique massique entre 4 et 5, qui va être égale à 0. Et ça va nous permettre, dans la dernière question, de calculer le rendement de votre système en justement essayant de calculer la variation d'énergie cinétique du gaz et donc potentiellement la poussée qui va pouvoir acquérir votre avion à réaction. Bon, donc là j'ai des informations où on dirait ça ne m'avance pas tellement encore pour avoir la pression. Alors je vais mettre tout un tas de valeurs et je vais lister en fait ce que je connais, ce que je ne connais pas et ce que j'aimerais bien trouver. 4 et j'ai P5 et T5. Bon, alors moi ce qui m'intéresse, c'est P4, c'est la pression en sortie de la turbine. Je vais mettre en rouge les données. Alors là, il faut bien lire l'énoncé jusqu'au bout. On vous donne des données. Les données, c'est, je connais T3, la température après la combustion. Ok. Je connais P1 qui est en fait égal à P0, la pression atmosphérique. Ok. Je connais le rapport P2 sur P1, et donc je connais P2 directement, on a 8 fois plus, P2 est 8 fois supérieur à P1, donc si j'avais 1 bar en entrée, j'ai 8 bars en sortie, donc ça c'est direct, je vais le mettre dans les données. Qu'est-ce que je connais encore? Je connais P5, qui vaut P0, et je connais T1, qui vaut 15 degrés Celsius. Bon.
Là, de 1 à 2, j'ai une détente qui est une détente isentropique, donc adiabatique réversible. Pour un gaz parfait, je peux utiliser la loi de Laplace. Donc, tout de suite, on peut se dire, ah ben voilà, j'ai deux pressions, une température, je vais pouvoir en déduire la deuxième température. Tout va bien. Ici, entre 3 et 4, j'ai aussi une détente isentropique. Donc j'aimerais bien pouvoir utiliser Laplace. Mais pour trouver mon but là, le P4 que je veux obtenir, pour trouver ma petite étoile, j'ai besoin d'avoir P3 et T4. Alors voyons voir s'il n'y a pas une hypothèse cachée dans l'énoncé au niveau de P3. Alors celle-là, c'est à mon avis celle qui est la plus difficile à trouver. Relisez voir juste la partie de l'énoncé que je vous affiche. Vous retournez à la partie quand je l'avais donnée pour l'avoir en entier. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut dire sur P3? À la P3, on vous dit que la combustion dans la chambre de combustion se fait de manière isobare. Ça veut dire que P3, il est égal à P2. Donc, étant donné que je connais P2, j'ai directement mon P3. Bon, mais il ne reste plus que T4. Si j'ai T4, j'ai gagné. Après, il reste à faire les calculs. Mais en gros, si j'arrive à trouver T4, j'aurai gagné. Alors, pour trouver T4, il faut utiliser une autre hypothèse qui est apparue ici, c'est celle-ci. Alors, vous me direz, mais ça me donne une information sur la variation d'enthalpie. Oui, mais l'enthalpie pour un gaz parfait, c'est sympathique. Parce que vous savez que pour un gaz parfait, delta H, c'est Cp delta T. En supposant que Cp est suffisamment constant pour que l'intégration puisse se faire directement. Et si je divise par la masse, je me retrouve avec le Cp massique fois delta T, puisque la variation de température ne dépend pas de la masse. Enfin, j'ai mis en facteur, et ça me divise le grand Cp pour avoir le petit Cp. Et le Cp d'un gaz parfait, de l'air en particulier, puisque là on a de l'air, puisque votre avion il se balade dans l'air, donc on a de l'air qui se balade. Vous savez que le Cp, on a démontré que c'est gamma NR, donc le gamma, alors c'est le grand Cp qui vaut gamma NR sur gamma moins 1. Si je divise par la masse, ça me fait du N sur petit m, et donc ça me divise par la masse molaire, hop, et donc j'ai une expression explicite de ce Cp, donc le Cp massique de l'air, je le connais, la masse molaire, elle est à 29 grammes par mol, alors faites attention, il faut le mettre en kilogrammes par mol pour l'avoir dans les bonnes unités, et le gamma, il vaut 1,4, puisque l'air c'est un gaz diatomique. Donc je connais Cp. Si je reconnais maintenant, j'ai dit j'ai pu trouver T2 et je connais T1, ça me permet d'obtenir la variation d'enthalpie de 1 à 2. Or, étant donné que j'ai cette relation-là, vous avez, en repassant ici, que ça c'est moins la variation d'enthalpie de 3 à 4. Donc cette variation d'enthalpie de 1 à 2 me permet d'avoir la variation d'enthalpie de 3 à 4. Et de nouveau, la variation d'enthalpie, c'est simplement Cp delta T. Donc, ayant cela, je peux, connaissant la première température, en déduire la deuxième. Voilà. Et là, maintenant, j'ai mon T4. Et dans ma loi de Laplace, je vais pouvoir simplement obtenir ma pression. On essaye de mettre tout ça en forme. Maintenant qu'on a une bonne idée de comment y aller, maintenant, il suffit de tout calculer pour voir qu'est-ce qu'on va obtenir. Bon, première étape, on va dire que de 1 à 2, j'ai une relation de Laplace. Alors, je vous rappelle que Laplace, c'est PV gamma égale constante. V, c'est nRT sur P, donc c'est du T sur P. Donc, j'aurai du T puissance gamma et du P puissance 1 moins gamma, qui est aussi égal à une autre constante, notamment constante au cours de l'évolution, mais juste sur chacune des évolutions. Donc je vais avoir T1 puissance gamma, P1 puissance 1 moins gamma, qui est égal à T2 puissance gamma, P2 à la puissance 1 moins gamma. Donc je peux mettre isolé T2, là je vous laisse faire le détail du calcul, ça fait T1
fois, alors ce qui m'intéresse c'est P2 sur P1, donc il faut juste que je change le signe, donc ça fait du gamma moins 1 et je prends la racine gamma m. Donc là, j'ai l'expression de T2, donc je suis capable, avec les valeurs numériques, de calculer T2. Alors, intéressant, ce serait de le faire. Donc, on a T2 qui vaut 15 degrés Celsius, le rapport P2 sur P1, c'est justement le taux qui vaut 8. Donc si je regarde rapidement avec mon petit calculateur de poche, donc T2, T1 on a dit c'est 15 fois 8 à la puissance, donc gamma moins 1, c'est-à-dire 0,4 divisé par 1,4. Voilà, il n'a pas fait. Donc 15 fois 8 à la puissance 0,4 sur 1,4. Ah, je vais pas y arriver. Alors, du coup, 0,4 c'est 2 cinquièmes divisé par 7 cinquièmes, donc c'est divisé par 2 septièmes. Ça ira mieux comme ça. Donc ça fait 15 fois 8 à la puissance 2 septièmes. Oh, 2 septièmes. Voilà, donc ça me fait 27. Alors 27 degrés Celsius, c'est quand même pas beaucoup. Vous avez comprimé du gaz d'un facteur 8. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah, ben, c'est tout simplement la température. La température doit être absolument en Kelvin. Donc, il faut que je rajoute 273 dans l'affaire. Voilà. Et là, maintenant, ça me donne du 520, donc à peu près 520 Kelvin. Et si je soustrais mes 273 après pour retrouver la valeur, vous avez quand même du 250 degrés Celsius. Et ça, c'est un petit peu plus dans l'ordre de grandeur auquel on s'attend après une compression d'un facteur 8. Donc là, maintenant, j'ai T2. Une fois que j'ai T2, en utilisant le fait que delta 1 H entre 1 et 2, c'est moins delta H entre 3 et 4. L'un, c'est CP T2 moins T1. L'autre, c'est CP T4 moins T3, avec T3 qu'on connaît. Ben, vous voyez que les CP, gentiment, ils vont se simplifier. Je fais passer de l'autre côté. Donc, ça me fait plus T4 qui est égal à T3 moins la différence T2 moins T1. Et T2 moins T1, on avait 250 degrés Celsius si je me souviens bien, avec 15 degrés Celsius, donc il y a 235 degrés de différence. Donc T3, ils disent que c'est 1200 Kelvin, moins alors 520, on va faire l'application numérique, mais on va trouver de l'ordre de 1000 Kelvin. Donc j'ai 1200 moins 520 moins 273 moins 15. Voilà, 970, ça fait 970 Kelvin. Donc je connais T4, et maintenant que je connais T4, sachant que je connais P3 et T3, ben j'ai le même type de raisonnement, de 3 à 4. Vous allez avoir que T3, P3 puissance 1 moins gamma, c'est égal à T4 puissance gamma, j'ai pas oublié ça, P4 puissance 1 moins gamma. Donc, en le passant dans le bon sens, ça me fait T3 gamma P4 gamma moins 1 égale à T4 gamma P3 gamma moins 1. Donc je divise, ça fait P4 qui vaut T4 sur T3 à la puissance gamma fois gamma. Il faut que je prenne la racine gamma moins unième fois P3. Voilà. Gamma, c'est 7 cinquièmes. Gamma moins 1, du coup, c'est 2 cinquièmes. Donc là, ça fait 7 demi. Donc, je me retrouve avec un rapport 7 demi. Donc, j'ai 970 divisé par 1200 à la puissance 7 demi.
Voilà, multiplié par les 8 bars que j'avais de départ. Mini-arc, 3,5. Je vais y arriver. Non, bon, on coupe. Donc, on reprend 120 divisé par 97 à la puissance 3,5. Yes, fois 8. Ça nous fait 16. Ça, c'est pas normal. Donc, on a une pression qui augmente après une détente. Pourquoi? Parce que j'ai fait T3 sur T4 et pas T4 sur T3. Donc, il me faut un moins. Voilà. Et là, c'est mieux. Donc, ça fait du 3,8 bar. Yes. Donc, on se retrouve avec une pression au niveau de la sortie de la turbine qui est à environ 4 bars. Alors qu'après la compression, on a été monté jusqu'à 8 bars dans notre système. Donc, grâce à l'augmentation en température, qui a aussi beaucoup augmenté, enfin qui n'a pas augmenté la pression, mais qui permet de changer ce rapport de température, on a, parce que la différence de température est constante, mais comme les températures ont augmenté pour une même différence, le rapport va être différent, ça permet de baisser un petit peu moins en pression. Bon. Alors, c'était la partie difficile de ça. Je vais vous laisser faire la fin de l'exercice parce que c'était la partie la plus intéressante. Donc, on fera la fin de l'exercice en TD et vous aurez le reste des solutions pendant l'été. On va conclure cette section en parlant d'une détente particulière qui est la détente de Joule Kelvin ou détente de Joule Thomson. Alors, on a déjà vu celle de Joule-Gay-Lussac pour laquelle la variation d'énergie interne du gaz était constante, enfin était nulle, la variation d'énergie interne du gaz était nulle, donc l'énergie interne était constante. Là, on va voir une autre détente appelée détente de Joule-Thomson, qui est importante, dont il faut connaître, comme Joule-Gay-Lussac, c'est une détente dont il faut connaître les caractéristiques et les implications, parce que c'est très très classique. Vous verrez de temps en temps aussi le nom de Joule Kelvin, puisque Lord Kelvin était en fait, avant d'être anobli, appelé William Thomson, à ne pas confondre avec J.J. Thomson, encore un Thomson, un Thomson physicien anglais. Donc Lord Kelvin a travaillé sur cette détente et c'est une détente pour laquelle on a un système comme ça. Vous avez une pression P1 de ce côté-là, une pression P2 de ce côté-là et ce qu'on appelle un détendeur. Donc par exemple une matière assez dense mais poreuse qui vous permet en fait de changer la pression de votre système. Donc vous passez d'une pression P1 supérieure à une pression P2 plus faible et on veut savoir qu'est-ce qui va se passer lors de cette évolution. Et là vous voyez qu'on est exactement dans le cas de figure qu'on a considéré la dernière fois, puisque on a un premier système qu'on peut considérer comme ça à l'instant T. Ça sera par exemple mon sigma à l'instant T. Et à l'instant T plus dt, j'ai un deuxième système qui s'est déplacé. Donc c'est le même système sigma, mais les particules se sont déplacées. Elles ont progressé à l'intérieur du tuyau. Et vous voyez que c'est exactement la situation dans laquelle on s'est placé. Vous voyez que le travail des forces pressantes, de la même manière que la dernière fois, va s'écrire. Donc j'ai un travail qui est reçu là parce qu'on passe d'un volume V1 à 0 de P1 dV et je lui rajoute aussi un travail qui est moins l'intégrale de 0 à V2 de P2 dV, P2 qui est la pression extérieure au niveau de cette interface là. Là j'ai la partie 1, là j'ai la partie 2. Et cette expression, vous voyez que là, comme c'est P1, je me retrouve avec du plus P1V1 moins P2V2, c'est-à-dire moins la variation du produit PV entre l'entrée et la sortie. Et étant donné que dans ce système-là, vous avez un détendeur, il n'y a aucune partie mécanique mobile qui va pouvoir vous donner un travail mécanique, ni aucune source de transfert thermique là-dedans
qui pourrait vous donner un transfert thermique. Donc le premier principe appliqué à votre système sigma vous dit que la variation d'énergie interne, c'est le travail plus le transfert thermique. Il n'y a pas de transfert thermique, il n'y a pas de travail utile, il n'y a que ce travail-là. Donc on a delta U égale moins delta PV, et donc on en déduit par application directe du premier principe en écoulement stationnaire que ici la variation d'enthalpie sera égale à 0. Donc ce qu'il faut retenir dans cette évolution, donc si vous avez du Joule Kelvin, vous pouvez avoir que delta H égale à 0. Quand vous avez du Joule Gay-Lussac, c'était delta U égale 0, et on appelle ça en fait une détente isenthalpique, donc une détente à enthalpie constante. Donc il n'y a pas de variation quand vous êtes dans votre système. L'enthalpie de votre fluide à gauche, dans la partie gauche, va être égale à l'enthalpie du fluide dans la partie droite. Et c'est typiquement le genre de détente qu'on aura quand on sera dans une machine réfrigérante, quand on va passer d'une haute pression à une basse pression. C'est aussi le type de détente que vous avez dans les bonbonnes pour faire de la plongée sous-marine. Donc c'est quelque chose qui est assez courant et qu'il faut garder en tête. Donc si jamais dans un exercice vous croisez entre les états B et C, on a une détente de Joule-Thomson, ou alors on fait une détente de Kelvin entre B et C, ou alors s'il est explicite à ce moment-là, ils vont dire on fait une détente isenthalpique. Là, vous savez que l'enthalpie ne change pas lors de cette évolution, et donc on a une variation d'enthalpie qui est nulle, et donc l'enthalpie massique dans l'état 1, ici, sera égale à l'enthalpie massique dans l'état 2. C'est important de s'en souvenir, c'est un cas très particulier, mais qu'on rencontre relativement souvent.